ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes, l'invité a pour nom Luc Sosa. Il est membre fondateur et coordonnateur du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, coordonnateur départemental dans le département du Mono. Il a été secrétaire permanent lors de la création du parti politique Union Progressiste. Il est membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale. Il est enseignant à la faculté de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour à vous, Luc Sosa. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. C'est moi qui vous remercie. Avec lui, chers amis internautes, nous ferons le tour de l'actualité politique au Bénin. Nous parlerons du remaniement ministériel qui est intervenu le lundi dernier. Nous ferons un feedback sur le discours d'investiture du président Louis Béounou Vlavonou. Nous parlerons également de la promotion de la filière pour les bicyclettes. Le ministère de l'Agriculture a décidé d'interdire d'ici décembre 2024 l'importation des œufs et des poules congelés. Nous en parlerons au cours de cet entretien. Bonjour à nouveau, Luc Sosa. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, en tant que membre du bureau politique et membre de la direction exécutive nationale du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, comment aviez-vous reçu, accueilli le remaniement ministériel qui a été effectué par le président Patrice Talon lundi dernier? Merci, monsieur le journaliste. Je profite donc de cette occasion pour saluer tous nos internautes et saluer également tous ceux qui vont contribuer de part et d'autre pour l'évolution de ce que vous faites et de ce que nous ferons. Eh bien, le remaniement technique qui est intervenu le lundi dernier, nous l'accueillons de façon très favorable. C'est vrai que cela mérite une certaine lecture. La lecture qu'on peut faire peut être à 3 niveaux. Oui, lesquels? Donc nous avons le niveau technique qui a permis donc de faire des regroupements. Il y a le niveau, je dirais, un peu politique. Et puis, 3e élément, relativement à l'actualité, qui concerne un peu les rumeurs. Les rumeurs. Avant de progresser pas à pas, j'ai une question particulière. Est-ce que l'UP, le Renouveau, a été consulté avant ce remaniement technique-là? Ben, il faut avouer que l'Union progressiste, le Renouveau, est un parti qui accompagne le chef de l'État. Et donc, les consultations, on n'en parlera pas de façon officielle. Mais ce qui est sûr, il y a quand même des collaborations entre la direction du parti et le président de la République qui gère donc, le gouvernement. Il y a des collaborations. Ouais. Alors, est-ce que vous avez été informé, est-ce que vous avez des précisions par rapport au cas du ministre Sylvain Colombe? C'est ça qui défraie la chronique aujourd'hui. Ben, qui est militant de votre formation politique. Oui, donc la direction du parti politique étant en relation avec le chef de l'État, ce sont des questions qu'il faut régler à l'interne. Progressivement, nous saurons ce que l'opinion peut nous aider également à dégager. Je le dis parce qu'aujourd'hui, aucun motif, sinon rien n'a été dit par rapport au remaniement technique. On a remanié et c'est normal, le chef de l'État étant le président, étant donc le responsable
qu'il doit rendre compte. C'est à lui donc de nommer qui il veut et de mettre fin au mandat de qui il veut. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on vous a notifié les raisons profondes du dégommage du ministre Lom? En réalité, on ne doit même pas souhaiter ça, dans la mesure où cela ne fait même pas partie donc, de nos pratiques. Je n'ai pas entendu, pour une fois, on a enlevé un ministre et on a envoyé peut-être au niveau donc, de l'Union progressiste les raisons pour lesquelles on l'a enlevé. Puis ce n'est pas d'ailleurs pour la première fois que... Mais est-ce que l'Union progressiste n'a pas cherché à savoir? La direction du parti est mieux indiquée pour chercher à savoir. Et vous êtes membre de cette direction exécutive nationale? Non, je parle donc du présidium. Du présidium? Oui. Okay. Du présidium. Pour que cela soit beaucoup plus responsable et à l'interne. À l'interne. Oui. Alors, Luc Sosa, nous parlons de ce remaniement ministériel. Tout à l'heure, vous étiez en train de le décrypter. Qu'est-ce que vous retenez de façon politique de ce remaniement? De façon politique, je retiens que le chef de l'État a été un homme de parole, puisqu'il nous avait dit, dès que nous avons fini, l'équipe gouvernementale a travaillé et mérite d'être soutenue. Et donc, les résultats que nous avons ne l'amènent pas à changer. Donc à remanier le gouvernement, ce qui est tout à fait normal parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes objectifs. C'est le chef de l'État qui répondra donc des résultats. Nous sommes donc des acteurs politiques, nous accompagnons l'Union progressiste, le renouveau n'est pas le parti qui dirige le pouvoir, mais le parti qui accompagne donc le pouvoir. Et donc au plan politique, c'est dans la droite ligne, on n'a pas remanié en enlevant certaines personnes ou en amenant d'autres personnes pour que nous puissions dire aujourd'hui au niveau donc de l'Union progressiste, voilà ce qu'on a amené, voilà ce qu'on a enlevé au niveau donc du BR, voilà ce qu'on a enlevé, voilà ce qu'on a amené. Mais au plan technique, lorsqu'on prend même les militants, les ministres donc, du BR qui sont enlevés, eh bien, on n'a pas pourvu à leurs remplaçants. On n'a pas estimé que d'autres militants, que ce soit de l'UP ou du BR, viennent pour les remplacer. Mais on a juste, c'est ça que j'appelle un remaniement aussi à volet technique. On a joint donc, les attributions donc, du ministère du Transport. On les a confiés au ministre donc, du cadre de vie pour dire on est dans une certaine philosophie, dans une certaine vision. Au niveau donc de l'énergie, le ministre Oussou, en partant, on a remis donc ces attributions au ministre Adambi au niveau donc de l'eau et des mines. Ce qui n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons toujours vu la combinaison donc, de ce ministère depuis plusieurs années. Et donc, au plan technique, il y a eu une certaine réduction donc, des charges. Il y a une réduction donc, du nombre de ministres, il y a une réduction donc, du nombre de charges. Et cela justifie la pertinence donc, du remaniement, surtout au plan technique. Et maintenant, comme je l'ai dit, au plan politique, il n'y a pas eu trop de désarticulation. Surtout au niveau donc, de... Il y a eu deux entrées? Oui, il y a eu... 3 sorties, 2 entrées? Oui. Alors peut-être aujourd'hui, ce qui est la question... Est-ce que vous avez connaissance de ces 2 entrées-là sur le plan politique? Est-ce que pour vous, ce sont des politiques? Il n'y a pas... Il n'y a pas d'acteurs non politiques aussi dans la vie. Mais au niveau donc, du président, il faut avouer que ce qui l'intéresse, ce n'est pas surtout la politique à outrance, mais il s'agit donc d'amener des ressources humaines susceptibles d'aider le gouvernement à accomplir ses charges, à donc atteindre ses objectifs. Et peut-être l'une des questions qui pourrait se poser et qui mérite d'être d'approfondir et de voir les réflexions également, c'est le poste donc, de secrétaire d'État à l'énergie. Eh bien, ça fait une... Pour vous, quel en est l'intérêt? Bon, nous allons voir par la suite le cahier de charge qui lui est confié. C'est ça qui nous permettra d'apprécier au plan... Puisque si nous voulons faire la comparaison, on dit, bon oui, en France c'est tel,
aux États-Unis c'est tel. Non, je me garde de faire une telle comparaison dans la mesure où nous avons vu même ici, par exemple, des cas où on a nommé de Premier ministre. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il s'agit de Premier ministre au plan technique, au plan juridique, au plan politique, ou bien des ministres qui sont premiers par rapport à d'autres ministres. Et donc, j'attends que nous puissions voir les cahiers de charge de ce secrétaire d'État pour apprécier par rapport au ministre qui a à charge les fonctions donc, de mine, de l'eau, de l'hydraulique et de l'énergie. Cela veut dire également que le problème de l'énergie préoccupe le chef de l'État et qui voudrait quand même apporter des solutions très pragmatiques. Très pragmatique. Alors, il y a eu deux entrées. Les deux entrées, on n'a pas connaissance quand même d'une vie de militant politique, comme peut-être vous, sur le plan politique véritablement, c'est vrai, et ils ont un parcours assez emblématique. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, ça ne pose pas un problème qu'il y ait des militants au sein des formations politiques qui militent quand même pour que les partis politiques puissent maintenir leur ancrage et qu'il y ait un remaniement ministériel et qu'on n'ait pas pensé à ces derniers-là? C'est légitime, puisque en faisant la politique, c'est pour pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais nous devons également savoir qu'on ne va pas confier tous les postes à tout moment aux acteurs politiques pour politiser et donc la fonction. Ceci étant, il faut aussi avouer que le financement donc, des partis, le financement public donc, des partis politiques règle aussi un tant soit peu cette question pour que, même si ce ne sont pas des militants qui sont positionnés, que les partis aient les moyens pour pouvoir assurer donc les charges ou assurer également le fonctionnement qui incombe aux partis politiques. Le souhait, si nous voulons qu'on nomme donc les acteurs politiques, forcément, c'est de militer pour pouvoir avoir le pouvoir. En 2026, si un parti, une formation politique a le pouvoir, eh bien, cette formation politique pourrait exercer le pouvoir comme il aurait voulu. Mais pour l'instant, nous sommes en appui, nous accompagnons donc, le gouvernement. Nous devons donc faire en sorte que tout se passe bien et nous devons accompagner le chef de l'État dans sa vision, dans ses choix et faire en sorte que les objectifs soient atteints. Et faire en sorte que les objectifs soient atteints. Alors, par rapport à ce remaniement ministériel, dernière question pour finir. Est-ce que pour vous, vous avez des espérances par rapport à l'avenir, par rapport à l'équipe gouvernementale actuelle? Oui, j'ai une grande espérance. C'est du point de vue résultat. Ce qui est sûr, nous sommes en train d'évoluer. Depuis que nous avons commencé en 2016, les résultats sont salutaires et quel que soit le choix que le chef de l'État fait, a priori, on peut ne pas être d'accord, mais par la suite, on arrive quand même à comprendre un peu la pertinence donc, de ces choix. Il vaut mieux rester dans cette logique pour savoir que le chef de l'État étant préoccupé par de grands résultats, nous aurons réellement ces résultats avant la fin de son mandat. Et c'est ça qui nous donnera également la fierté de l'avoir soutenu, de l'avoir accompagné. De l'avoir soutenu, de l'avoir accompagné. Merci à vous, Luc Sosa, pour vos analyses sur ce remaniement ministériel qui a été effectué l'année dernière. Nous parlerons également de l'investiture du président Louis Vlavonou en tant que militant de l'UP Le Renouveau. Vous avez suivi de très près cette actualité. Qu'est-ce que vous en retenez? Ce qu'il faut retenir, la reconduction donc, du président Vlavonou à ce poste a été non seulement un mérite, mais également à saluer. À saluer parce que cela a permis au président Vlavonou de faire le point donc, de la 8e législature, surtout en retraçant donc, les points forts. Les lois qui ont été votées, la révision qui a été faite, et puis donc les avancées. Et les expériences acquises par le président Louis Vlavonou, qui est non seulement un ancien travailleur donc, de la douane, un ancien syndicaliste, et qui est spirituellement avéré, cela a inspiré pour qu'il prononce non seulement un discours qui cherche à réunir, donc un discours
d'unité, de pacification, mais un discours qui donne également l'espérance pour amener chaque acteur au travail, pour dire si nous essayons donc de faire l'effort, parce qu'il a responsabilisé les députés qui sont élus pour que chacun se dise « Ah, nous sommes payés à partir donc de l'argent du contribuable, c'est que nous devons donc faire un effort pour que le travail donc du législateur conforte ceux qui nous ont confié donc cette mission. » À travers le discours donc du président Vlavonou, il faut également noter que il replace aujourd'hui l'Assemblée dans un contexte dynamique pour montrer que les lois doivent évoluer, parce que les lois doivent pouvoir tenir compte donc, du contexte dans lequel on se trouve, et les lois doivent pouvoir profiter. De ce point de vue, il a été très courageux en disant, eh bien, relativement aux modifications qu'on peut faire, il a annoncé qu'il peut avoir donc souhaite une révision donc de la Constitution, mais en excluant donc certains aspects sur lesquels il ne faut pas envisager donc faire de révision. C'est notamment, oui. Notamment la question donc de mandat qui préoccupe tout le monde et la question donc de laïcité et autres. Et donc il a des points sur lesquels il dit on ne vient pas toucher, ce sont des points cardinaux, c'est pas ça qui le préoccupe, mais il faut quand même retoucher donc à certaines dispositions de la Constitution, par exemple, pour tenir compte donc pour répondre aux exigences actuelles et au contexte actuel. Est-ce que vous partagez cette ambition? Je partage cette ambition dans la mesure où la Constitution est une loi spéciale, nous sommes tous d'accord. Mais elle doit être une loi qui réponde à l'actualité. Et donc, on l'a révisée. On prend par exemple aujourd'hui la question donc du ministre Khakhoumé qui vient d'être enlevé. Et donc, l'une des questions est de savoir, est-ce qu'il peut revenir ou non? Est-ce que cette question a été clarifiée par le législateur en disposant l'article 92 en 2019? Quel était le contexte que voulait le législateur? Eh bien, si cela pose aujourd'hui un problème, il revient au législateur donc de pouvoir clarifier et de dire voilà ce que nous devons faire. Parce que si le législateur ne clarifie pas, le juge serait obligé donc de décider, et peut-être que cette décision peut ne pas être celle que tout le monde souhaite. On a vu, quand la Cour constitutionnelle va décider, eh bien, c'est une décision qui va s'imposer à nous tous. Il y a également certaines questions aujourd'hui au niveau de la Constitution, même le fait que nous ayons 109 députés, c'est de voir est-ce que cela, est-ce qu'il faut augmenter ou non? Eh bien, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on peut revenir au niveau donc de la Constitution. Il suffit qu'il y ait une entente. L'entente dont je parle parce que si en de 90 à 2019, on n'avait jamais révisé la Constitution, on a eu la chance de réviser la Constitution en 2019, peut-être que, pour ne pas dire que les députés qui étaient là étaient tous donc de la majorité. Et aujourd'hui qu'on a la chance et qu'il y a également des députés donc de l'opposition, eh bien c'est de voir est-ce qu'il peut y avoir une même réflexion, est-ce que les réflexions peuvent aller dans le même sens pour identifier les points sur lesquels la révision mérite d'être faite. Et également d'autres lois telles que le code électoral qui a été déjà expérimenté, c'est à nous de voir aujourd'hui est-ce qu'il ne faut pas actualiser ou non. Et donc le législateur les députés étant élus, eh bien ils ont également un travail un rôle à jouer, et relativement à ce rôle, on ne doit pas les enfermer pour dire ils ne doivent jamais toucher à telle ou telle autre disposition de telle loi. Alors, en tant qu'acteur politique, quel regard portez-vous sur la composition actuelle de ce Parlement? Je suis heureux que nous ayons une diversité. C'est vrai qu'on pouvait en avoir plus. Au lieu d'avoir peut-être 3 différentes forces politiques, on pouvait en avoir plus. Mais les résultats nous ont mis
nous ont mis en face donc, de 3 différentes forces politiques. C'est très bien. Et le président Louis Vlavono l'a dit également dans son discours en situant, parce qu'au niveau de l'Assemblée, malheureusement, si nous parlons d'acteurs politiques en termes de mouvance et opposition, au niveau donc, de l'Assemblée, et le président l'a dit dans son discours, on parle plutôt donc, de minorité et de majorité. Et donc, il serait très bien que la minorité sache le rôle qu'elle doit jouer et le fonctionnement qui doit être le sien, ainsi que la majorité, de sorte qu'il y ait toujours une bonne relation entre ces 2 composantes, que la majorité n'utilise pas toujours la force pour écraser la minorité et que la minorité non plus n'utilise toujours le système donc de diversion ou de dilatoire, mais qu'il y ait une certaine convergence et que les gens travaillent objectivement pour l'État. Donc vous souhaitez quand même une complicité pour le bonheur des populations? Oui, et non seulement la complicité serait peut-être trop poussée, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine objectivité, une réalité entre la position donc, des 2 camps et que cela ne défavorise pas la population. Cela ne défavorise la population. Actuellement, les députés vont examiner cette proposition de loi qui émane des députés du parti politique Les Démocrates qui veulent obtenir amnistie pour Joël Frédéric Aïbor et Kemadougou et bien d'autres qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Je voudrais quand même dire que jusqu'ici, au niveau donc, de l'Union progressiste en tant que force politique, nous n'avons pas encore été saisis par une telle loi. Nous estimons que le protocole... Ça se sûr dans l'opinion. Oui, le protocole administratif sera fait et dès que le Parlement sera saisi officiellement, le groupe parlementaire donc, de l'Union progressiste sera saisi, eh bien, nous pourrions en discuter en voyant exactement, selon le contenu, et d'opiner réellement. Mais l'initiative, vous en pensez quoi, la démarche? Ben, une loi pour une amnistie, elle n'est pas du tout mauvaise, surtout qu'on n'a pas dit forcément... Peut-être ce qui dérange, c'est qu'on dise telle ou telle autre personne, mais il vaut mieux en parler donc d'une manière générale. Et au cas par cas, eh bien, la loi disposera pour voir ce qui est idéal en tenant compte, en respectant bel et bien les dispositions en vigueur au niveau de notre pays. Le droit positif doit être respecté. Il doit possible être respecté. Oui. Alors, cette semaine, cela a fait la une de tous les journaux. Le ministère de l'Agriculture, sous l'égide du ministre Gaston Dossou-Oui, a rendu public le fait que d'ici 2024, le Bénin ambitionne ne plus autoriser l'importation des œufs et des poules congelées. Lorsque nous avons eu cette information, il faut avouer que je l'ai accueilli également avec beaucoup d'enthousiasme. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si effectivement ce serait une réalité. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend la question donc de poulet congelé et autres, c'est aussi une question de santé publique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu un moment à l'extérieur et j'ai expérimenté avec le poulet congelé qui était quasiment une obligation, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas très bien. Mais c'est là où j'ai découvert également qu'il y avait quand même poulet congelé dans poulet congelé. Et donc, il y en a qui sont engraissés pour quelques jours seulement, et ce qui compte, c'est le poids. Mais lorsque vous les mettez, par exemple, il suffit de les bouillir, et vous allez voir que le taux de graisse est très élevé. Et lorsque vous prenez même ces viandes, ce n'est pas ce que nous attendons. Et donc, les poulets congelés qui arrivent, surtout s'ils sont fabriqués pour l'Afrique, ils sont fabriqués pour venir dans nos États, nous pourrions avoir un peu peur. Mais c'est aussi une décision à saluer parce que cela va
donner lieu à une nouvelle filière, sinon une filière ancienne, mais qu'il faut promouvoir. Ce n'est pas que l'élevage, de poulet n'existe pas chez nous, l'élevage existe. Mais à partir donc de cette décision, on va encourager donc on va faire la promotion donc de la filière, on va encourager ceux qui sont dans le domaine ou bien ceux qui veulent investir dans le domaine et faire en sorte que nous ayons des poulets qui sont élevés chez nous, qui sont entretenus chez nous, et donc cela va limiter un peu l'importation. On gagnerait en limitation donc de frais d'importation. Cela nous permettrait également de créer d'emplois pour d'autres personnes et de contrôler un peu ce que nous mangeons. Maintenant, la question, puisque dans un an et demi, le décembre 2024, eh bien, on va mettre fin. Et donc, cela suppose qu'il faut faire déjà une planification en termes donc d'élevage, de telle sorte qu'à partir donc de janvier 2025, même si les poulets n'arrivent pas de l'extérieur, on puisse quand même en trouver chez nous. C'est vrai que nous avons pris aujourd'hui un pli. Et lorsqu'il y a une cérémonie quelque part, eh bien, il suffit seulement d'aller commander ces poulets congelés en quantité et cela permet donc de nourrir. C'est vrai que cela a également un coût moindre et que de l'autre côté, le coût est élevé. Il y en a par exemple chez nous qui préfèrent aller vendre leurs poulets bicyclettes pour trouver l'argent pour pouvoir aller acheter des poulets congelés. C'est une question donc de mentalité. Il faut voir, est-ce qu'il faut faire l'option manger en quantité et à peu de frais ou en qualité et à coût élevé. Justement, quel sera le poids de ce changement de donne-là sur le panier de la ménagère? Oui, et c'est là où je disais tout à l'heure que la question peut être posée en termes de... avec les poulets congèle, ce à quoi on est habitué aujourd'hui, c'est une question donc de coût. Le coût est relativement moindre et la quantité y est. Alors que si on parle donc de poulet bicyclette, eh bien, le coût est très élevé parce que le poulet bicyclette coûte très cher. Mais il suffit que le gouvernement puisse quand même faire l'option et accompagner et développer, promouvoir donc la filière. Chacun de nous comprendra que c'est une décision salutaire. L'essentiel est que cela ne soit pas, ne soit pas comme d'autres mesures annoncées et pour lesquelles on n'a pas pu réussir. Nous prenons par exemple le cas de l'essence frelatée. Et donc, on a mené la lutte, mais ce qui est sûr, l'essence frelatée est sur le marché, au bord donc de la voie aujourd'hui. Lorsque nous prenons une telle décision, comme je l'ai dit, le souhait est qu'on puisse réussir comme pour la vente donc, des comprimés. Donc, et qu'on dise que tout le monde doit aller à la pharmacie, eh bien, c'est une question donc, de santé publique qui est réglée. L'essentiel est que cette décision, à travers cette décision, que nous n'ayons pas des circuits noirs d'importation donc, de poulets congèles pour répondre, comme vous le dites, à la question donc, du panier de la ménagère. Et donc, le tout dépendra également des dispositions qui sont prises pour nous préparer non seulement psychologiquement, mais faire en sorte que ceux qui sont dans la filière puissent travailler et produire. Parce que si les gens produisent beaucoup, peut-être que ce que nous disons aujourd'hui relativement au coût peut être moindre. Le coût peut également chuter. Parce que si l'offre est grande, et répond également à notre demande, le coût que nous avons aujourd'hui peut ne pas être le coût que nous avons. Véritablement baissé. Non. Merci à vous, Luc Sosa. Nous allons revenir à votre formation politique, le renouveau. Vous avez fini les élections législatives. Alors, comment se porte aujourd'hui le parti politique après ces élections-là? L'Union progressiste, le renouveau, est un parti qui est d'abord constitué sur le regroupement donc, de plusieurs anciennes forces politiques qui se liguaient
donc, des luttes. À partir donc, de l'arrivée du président Diogbenou le samedi 16 juillet 2022, il y a eu encore beaucoup d'assauts qui ont permis à d'autres forces politiques de joindre donc l'ancien parti Union progressiste, l'ex-parti Union progressiste, et nous parlons aujourd'hui donc de l'Union progressiste, le renouveau. Et donc je fais ce parallèle pour que nous puissions savoir que c'est un héritage donc de plusieurs groupes politiques, et il doit avoir, que ce soit avant les élections ou pendant les élections ou après les élections, qu'il y ait quand même de couacs. Ce qui est sûr, nous venons donc de divers horizons, eh bien, nous n'avons pas, la socialisation doit toujours continuer. Et donc, les problèmes, on ne voit pas, si nous disons qu'il n'y en a pas, c'est faux, il y en a. Le problème existe par endroits, c'est à nous de faire un effort pour pouvoir quand même trouver des solutions. Ces problèmes ne sont pas pour autant très alarmants pour miner, pour jouer sur le bon fonctionnement du parti. Je crois que les dispositions seront prises bientôt. Ce qu'il faut faire, il suffit donc de mettre en place les structures de base pour tempérer un peu les ardeurs de part et d'autre, et la question sera, les différentes questions seront abordées au cas par cas. Mais ces problèmes, ces remous sont liés à quoi? Oui, les remous sont liés d'abord au fait que pour le positionnement, vous savez qu'il y a toujours des mécontents. Et ça, c'est... Nous sommes dans un groupe social. Et si on est dans un groupe social, c'est normal que ceux qui sont positionnés ne confortent pas toujours certains qui ne sont pas positionnés. Donc, de part et d'autre, il peut y avoir... la critique, c'est tout à fait normal. Et au sein donc d'un parti politique, il peut y avoir, comme l'Union progressiste, qui est un grand parti politique, d'ailleurs, je dis un regroupement de plusieurs anciennes forces politiques que j'appelle à Kodjokle, eh bien, c'est normal qu'il y ait certainement de différents courants, et relativement à ces courants, et donc les points de vue peuvent ne pas être toujours acceptés, mais il faut quand même saluer aujourd'hui l'administration du parti, le présidium du parti, qui a su gérer ou qui essaie quand même de gérer pour que l'union soit réellement ce que nous souhaitons. Alors, vous qui avez été secrétaire permanent lors de la constitution de l'Union progressiste de renouveau, vous avez travaillé aux côtés du président Bruno Amoussou, du président Abraham Zinokwe. Aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de Joseph Diogbenou, de Gérard Benonché, de Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Dites-nous, quels sont vos états d'âme aujourd'hui? Est-ce que pour vous, quelque chose a changé? Est-ce que pour vous, l'avenir est certain pour cette formation politique? Je l'avais déjà dit une fois ici, surtout lorsque le président Diogbenou est arrivé, le nouveau présidium est arrivé. Ce n'est pas que les anciens, nos patriarches, ce n'est pas qu'ils ont démérité, mais c'est qu'à un moment donné, il faut quand même que de leur vivant, ils puissent avoir donc, des rejetons, confier la tâche à des jeunes et les suivre pendant qu'ils sont encore là pour pouvoir leur donner des conseils. La seule chose que nous devons garder en tête, c'est un héritage qui nous a été légué par nos patriarches, et nous devons donc prendre soin sérieusement donc, de cet héritage et faire en sorte que nous puissions réussir. Lorsque nous prenons ce présidium qui est un produit également donc, du trio où, avec les anciens présidents qui sont partis, vous prenez le président Amoussou, le président Abraham Zinokwe, le président Nago, le président Idji, qui ne sont plus au niveau donc, de la formation politique. Eh bien, ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont des gens qui les avaient côtoyés, qui avaient fait avec eux. Vous prenez le président Diogbenou, qui était donc, membre donc, de l'Union Fait la Nation, et donc qui a fait également un peu ses armes avec, aux côtés donc, du président Amoussou, ainsi que le président Benochi. Ça veut dire qu'ils ont hérité de cela. Ils ont vu cela à l'œuvre, et ils doivent faire en sorte que la machine fonctionne
comme ces anciens l'auraient voulu. Vous prenez Madame Jabi Talata, avec respect, elle a été pendant longtemps avec le président Sakalafia, et donc elle a appris beaucoup de ce président, et ça fait que nous avons un présidium qui peut s'ouvrir, donc qui peut se retrouver, à travers lequel on peut quand même retrouver la main donc, de nos anciens, et nous souhaitons qu'ils soient toujours à l'écoute de ces anciens pendant que ces anciens sont encore vivants pour que ça avance. Moi qui avais fait avec les autres et qui me retrouve aujourd'hui avec eux, ce que nous essayons de faire, c'est de sauver, de contribuer à la sauvegarde donc, du patrimoine qui nous a été légué, parce que pour qu'on en arrive là, eh bien, c'était la croix et la bannière. Vous savez qu'en 2018, au moment où on constituait, on traitait donc notre bloc, de panier à crabe, et c'était un bloc dans lequel les anciens allaient bouffer les aînés, les jeunes, mais nous nous rendons aujourd'hui compte que plutôt ces jeunes qu'on estimait qu'on devrait bouffer, c'est à ces jeunes qu'on a confié aujourd'hui la tâche donc, de la gestion du parti, et nous prions que le meilleur soit fait par ce trio et que ce trio soit également, ce présidium soit félicité comme l'ancien présidium que nous avons toujours admiré. Merci à vous, Luc Sosa. Nous sommes à la fin de cet entretien. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit des militants sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. Une fois encore, je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Et je leur demande donc de continuer de nous prodiguer de sages conseils comme ils en ont l'habitude. Parce que nous sommes une formation politique qui aspire donc conquérir le pouvoir et le gérer. De ce point de vue, nous devons être à l'écoute de tous les Béninois, de tous ceux qui peuvent nous aider à réussir. Nous voulons dire aux militants ainsi qu'aux sympathisants, les rassurer que nous avons quand même une bonne espérance et que nous devons nous mettre ensemble davantage, consolider donc, le parti, assurer son rayonnement et nous battre pour 2026. Merci à vous, Luc Sosa. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'invité a qualifié de technique le remaniement qui a été opéré par le président Patrice Talon l'année dernière. Pour lui, ce remaniement technique est accueilli de façon très favorable au sein du parti politique Union Progressiste. Lorsqu'il a été interrogé sur le fait que est-ce que l'Union Progressiste le renouveau a été interpellé sur le cas Séverin Quenom, est-ce qu'il a été notifié au parti politique les raisons motives du fait qu'on ait enlevé, qu'on ait retiré du gouvernement, si je peux le dire ainsi. Séverin Quenom, le coordonnateur départemental du Mono, n'a pas voulu être très bavard sur la question. Il a renvoyé vers le présidium. C'est Talon qui dirige, c'est le président Patrice Talon qui dirige, c'est lui qui répondra des résultats. L'Union Progressiste de Renouveau ne dirige pas, elle accompagne, a tenu à préciser Luc Sosa au cours de cet entretien. Pour lui, le fait que l'énergie a été rattachée au ministère de l'Eau et des Mines et qui est également la création d'un secrétariat d'État à l'énergie, pour lui, cela démontre de la volonté du chef de l'État d'avoir plus de résultats, des résultats probants au niveau de la situation, au niveau de la fourniture de l'énergie aux populations béninoises. Pour lui, le fait qu'il y a eu des ministères qui ont fusionné, c'est une réduction de charges qui se justifie et il a également exposé la pertinence de cela. Pour lui, l'énergie préoccupe le chef de l'État et donc c'est pour cette raison qu'il y a eu également cette fusion-là. Lorsqu'il a été interrogé sur le discours d'investiture du président Louis Vlavonou lors de la 9e législature, pour lui, c'est un discours empreinte d'unité, de paix et de concorde. Il trouve fondé et pertinent le souhait de Louis Vlavonou de voir la Constitution être modifiée. Il a argumenté dans ce sens. Interrogé sur cette décision du gouvernement de promouvoir la filière pour les bicyclettes au Bénin et que dès décembre 2024, notamment le 31 décembre, il n'y aura plus d'importation d'œufs et de poules congelées. Il a fait savoir que pour lui, c'est une décision salvatrice car cela va
booster la production locale, cela va créer également des emplois, il va pousser à l'entrepreneuriat. Il invite le gouvernement à véritablement contribuer à cela et il souhaite que l'État réussisse dans cette mission. En fin d'émission, il nous a dit comment se porte l'Union progressiste, le renouveau, au lendemain des élections législatives de 2023 et également au lendemain de l'installation de la 9e législature. Elle a été également interrogée sur la façon dont est géré ce parti politique aujourd'hui par le présidium qui est composé du président Joseph Diogbenou, du vice-président Gérard Benonchi, de la vice-présidente également Mariam Chavitlata, épouse Zimé. Pour lui, ce qui s'est fait est une continuité de l'œuvre salvatrice engagée, entamée par les présidents Bruno Amoussou, Abraham Zizou-Dokwe et tous ceux qui étaient septennants, qui étaient aux premières commandes de ce parti politique. Il nous a fait savoir que ceux-là n'ont pas quitté le parti politique, ils sont juste en retrait et observent de très près ce qui est fait et viennent et interviennent en amont parfois en termes de consultation. J'espère que j'ai été très fidèle à vos propos et à la pensée. Merci à vous, Luc Sosa. Je rappelle que vous êtes membre fondateur et coordonnateur départemental du parti politique Union progressiste Le Renouveau dans le département du Mono. Vous êtes membre du bureau politique et membre de la direction exécutive nationale de la dite formation politique. Vous avez été secrétaire permanent lors de la création, la constitution de ce parti politique Union progressiste. Vous êtes enseignant à la faculté de droit à l'université d'Abomey-Calavi. Merci une fois encore d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'on verra très prochainement, peut-être dans un débat. Merci beaucoup. Merci. C'est assuré. Merci à vous une fois encore, Luc Sosa. Merci à vous, chers amis internautes. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.